Salut à tous, les Spurs avec Victor Wembanyama, avec déjà un petit son qui sera culte à jamais. With the first pick in the 2023 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. Et donc un avenir radieux. Alors moi je vous avais proposé une petite simulation d'entourage de Victor du côté des Spurs. J'avais pas été original, j'avais préféré rester sur tout ce qui est issu de la draft du côté de San Antonio, mis à part deux joueurs comme ça que j'ai ramenés à l'été 2023. Il s'agit donc de Jonathan Isaac sur un contrat qui est tout à fait acceptable dans la NBA moderne pour quelqu'un qui va avoir un rôle d'impact. Et j'ai été également chercher Cam Reddish sur un contrat encore une fois relativement modeste qui correspond un peu au fait que Cam n'a pas encore donné ou prouvé tout ce qu'il avait peut-être laissé entrevoir comme promesse avant sa draft. Bref, ce qui nous fait un bilan et un début de saison, une première partie de saison qui sont assez honnêtes, voire même très bons, 28 victoires, 16 défaites, et avec quand même aussi quelques constatations. C'est que défensivement, cet effectif tient totalement la route. En revanche, offensivement, on pourrait faire la fine bouche. On est 27e en efficacité offensive et on peut en tenir un peu pour responsable l'attelage entre Trey Jones et le backup, évidemment, Devonte Graham. Voilà, vous connaissez Devonte Graham, à la base révélé à Charlotte, puis Pelicans. Ok, donc je me suis dit qu'avec ce contrat de 12 millions pour chacun des deux, il y avait peut-être quelque chose à faire et disons partir sur la base peut-être de quelques mouvements pour améliorer ce poste de meneur, c'est-à-dire passer Trey Jones en backup meneur et baser un trade sur Devonte Graham, quitte à rajouter un tour de draft, puisque vous allez voir, on en a pléthore pour l'été par exemple 2024 qui arrive. J'ai donc longuement réfléchi et je vous fais part de ce dont j'ai décidé. Voilà, alors, donc il est clair que Chris Paul pouvait avoir un profil sympathique de meneur vraiment capable, on le sait, de diriger le jeu, de contrôler. Il y a moyen de faire quelque chose avec les Warriors, puisque Chris Paul est un Warrior, peut-être qu'il faut encore se pincer pour y croire. Il y a moyen de faire quelque chose avec Chris Paul autour de, évidemment, Devonte Graham, cela va de soi, et peut-être Doug McDermott, ça c'est pour équilibrer les salaires. Bon, Doug McDermott, c'est pas non plus une boule puante, on est en expirant, donc c'est pas le même poids. Sauf qu'en fait, voilà, il me propose quelque chose qui est avec Kevin Looney, que je veux bien, moi, mais que je considère comme irréaliste, en fait, de récupérer Looney. Je ne souhaite pas donner Reddish dans le trade, et du coup, ça pourrait marcher comme ça, voilà. McDermott, Graham, un first pick de San Antonio contre Chris Paul, qui est à ce stade-là. Il est expirant, mais avec quand même une année en option équipe, à 30 millions. Voilà, donc ça c'est le deal qui m'a intéressé, tout en sachant que donc, pourquoi est-ce que je disais qu'on avait de la marge au niveau des pics? C'est parce qu'on a celui en 2024 des Hornets et des Raptors. Donc ils vont être meilleurs que les nôtres. Ils font pas des très bonnes saisons. C'est-à-dire qu'en fait, le pic des Spurs, il peut largement être échangé. C'est pas la coutume. Les Spurs ne sont pas coutumiers du fait d'échanger ce genre de choix de draft. Mais on peut quand même faire une exception quand il s'agit d'aller chercher un joueur majeur. J'ai nommé Dejounte Murray, quelqu'un qui connaît bien la maison. Et je trouve que ce serait assez marrant de ramener le Dej. On peut pas dire qu'à Atlanta, la cohabitation avec Trae Young soit sensationnelle,
même si elle n'est pas honteuse. Cette équipe d'Atlanta, de toute façon, à mon sens, n'a pas beaucoup de chance dans la config actuelle de se frayer un passage vers un titre ou même une finale de conf. Et je pense que Dejounte Murray étant expirant, bon, ils ont beaucoup payé pour l'avoir, ils ont lâché 2 picks de mémoire, 2 first pick, mais il y a moyen, une année et demie plus tard, de dire, bon les gars, si vous voulez on vous le reprend, simplement vous nous prenez un backup Devonte Graham, et on vous file un pick, on vous file le pick 2024, je l'ai mis en top 10 protégé, mais j'ai pas beaucoup d'inquiétude. Et là-dessus, en fait, il me demande Blake Wesley, qui, pour le coup, a l'air un peu prometteur. Mais quelle sera sa place s'il y a Dejounte Murray et Trey Jones? C'est quoi la place pour son développement? Elle n'existe pas. Après, il y a le petit Charles Bassey, qui est pas inintéressant, mais qui est pas non plus... voilà, mec de l'année, et en face on me filerait Bruno Fernando, donc j'ai dit bingo. Voilà, j'ai trouvé que c'était excellent, ça pouvait s'envisager sur, encore une fois, contrat expirant de Dejounte Murray. Ça joue beaucoup, parce qu'après le mec est free agent non restreint à l'été qui suit. À ce stade-là, il a toujours pas re-signé, donc nous il va falloir le convaincre d'envoyer, on va lui envoyer la blinde, ça va être 28 millions, je sais pas combien, c'est obligé, on va devoir sacrifier du cap space, mais le jeu en vaut la chandelle, il me paraît que Dejounte Murray n'affaiblira pas notre défense, loin de là. En revanche, il améliorera considérablement notre attaque. C'est un joueur à au moins 20 points par match, Dejounte Murray, donc voilà, finalement, tour de passe-passe, on avait fait partir Dejounte Murray pour se donner une chance d'avoir Wembanyama, et quand Wembanyama est là, on récupère Dejounte Murray, pour lequel ça s'est pas si bien passé que ça du côté des Hawks, mais là je vous apprends rien. Rotation donc qui tombe sous le sens. Par contre là, juste une alerte, j'ai que 13 joueurs. Oui, on en a envoyé 3, on en a récupéré 2, donc il y a quelque chose à faire sur le marché des agents libres. Là, je vais m'en occuper assez rapidement. On n'a pas beaucoup changé à notre structure d'équipe. Par contre, voilà, peut-être Dejounte Murray pourrait être la deuxième option. C'est dommage, en fait, le perdant en termes d'importance dans l'équipe et de nombre de shoots, c'est peut-être Devin Vassell, mais je suis sûr qu'il y a moyen encore d'équilibrer tout ça et de pas en faire trop un mécontent. Voilà. Donc, on peut avancer maintenant. Et même finir la saison, d'ailleurs, j'espère. Et juste, voilà, on comble ce manque au poste 1, parce que du coup, on n'a plus que 2 meneurs, et si jamais il y avait une petite blessure pour l'un d'entre eux, on se retrouverait un peu dans la panade. Donc, je suis allé chercher un petit Frenchie. Je suis allé chercher Frank Nilikina. Je me suis dit, pour 1 an, comme ça, enfin, pour quelques mois en vérité, un petit contrat modeste sur 1 an. Le gars n'a pas d'équipe, c'est quand même honteux. Et donc voilà, ça fait la maille, et comme ça on se retrouve avec un petit remplaçant capable de défendre en play-off, capable de faire ce qu'il faut là où il faut, et puis ça fait un copain pour Victor. Voilà, donc du coup au poste de meneur, Murray, Trey Jones et au cas où Frank, donc pas de problème, sachant qu'en fait le gros défi après de l'été, ce sera d'arriver à ne pas dépenser trop d'argent, mais à le faire quand même, à dépenser ce qu'il faut pour prolonger Dejounte Murray d'une part, prolonger évidemment Devin Vassell, qui par contre lui sera agent libre restreint, donc là-dessus on aura la main, et voilà, il n'y a plus qu'à. Et d'ici là, il y a quand même une saison à terminer. Accessoirement, petit match alléchant ici contre le Heat de Miami, où en fait on est mené de 5 et il est resté environ 5 minutes à jouer. Donc après là on déroule un peu nos séquences, puis on va surtout briller défensivement, même si voilà, ici à l'angle 0, Wembanyama qui aligne, mais c'était pas 3 points, c'était un 2 points très très long, il a dû avoir le pied sur la ligne.
Après voilà, en défense, on a vraiment des très grands bras. Il y a des amplitudes là qui sont assez exceptionnelles. Et puis après, par contre, malheur au hit dès lors que les mismatchs sont en faveur des Spurs, puisque entre Isaac, entre surtout Wembanyama, on a quelques joueurs qui sont de tellement grande taille que faut pas nous mettre un petit défenseur dessus, sinon on a tendance à en profiter facilement. Alors ici, on va s'amuser avec Yort 7. Il faut quand même préciser que Adebayo est blessé sur cette partie-là de la saison. Pourtant, le Heat fait une saison sublime. Hein. Ils étaient à un moment donné en dessous des 10 défaites alors qu'ils avaient joué, je crois, plus de 50 matchs. Hein. C'était assez énorme. Et bon, par contre, voilà, nous, on a tendance à leur faire mal là où il y a de la fragilité. Et notamment, donc, dès qu'un grand à la balle, pas loin du cercle, mais surtout Wembanyama. Hein. C'est vrai qu'il leur fait super mal à l'image de cette action-là, où ils vont essayer plusieurs fois de scorer, terminer pour eux fall game. Après ça va s'accrocher. Mais regardez, il y a même des provocations de passage en force, il y a une certaine solidité au lancer franc, voilà. Donc on va arracher ce match là, et l'image forte, c'est cette action sur laquelle Jimmy Butler se fait contrer par Victor. Donc Tyler Hero fait une saison correcte du côté du Heat, qui est dans la même rotation que ce qu'on peut connaître, avec Larry, avec Oladipo en sortie de banc, avec Gabe Vincent dans le 5. En fait, c'est moi qui m'en occupe du Heat. Je fais leur rotation avancée et tout ça, je les cornaque de manière un peu discrète, mais ça marche plutôt bien, et Jimmy fait une super saison. Je crois qu'il y a un moment donné où il va se blesser 2 mois sur la toute fin, mais il va revenir avant la fin de la régulière. Et d'ailleurs, Adebayo a aussi été blessé 2 mois ou 2 mois et demi. Donc, pas une saison sans souci, mais n'empêche que ça se passe super bien. Pendant ce temps-là, les Spurs continuent à dérouler. Alors, c'est un très bon passage ici pour eux, avec tour à tour chacun qui y va de son super match. Alors c'est vrai que Isaac qui claque 21 points contre les Timberwolves, mine de rien, c'est un bonus. On avait juste avant, je crois que c'était Murray qui commençait à chauffer. On aura Devin Vassell pas longtemps après. Tout le monde y va de son petit match référence. Keldon Johnson est aussi capable à tout moment d'aller mettre la trentaine. Et donc voilà, ça se passe pas mal. Ouais, Vassell 31 ici. Ça simule. Après, attention, le calendrier peut être favorable sur cette zone-là. Tu vois, Jordan Poole là, au Wizards, c'est amusant. Tout le monde y va de sa petite perf, ça déroule. Calendrier favorable quand même, parce que à part Miami et OKC, les équipes qu'on affronte là sur cette séquence sont pas du tout imbattables. OKC fait une super saison. Hein. Ils ont été pendant longtemps devant nous. Giddey, vous avez vu, a vachement progressé. Le petit Chet Holmgren qui fait enfin sa première saison NBA. On le regardera de près, lui, en 2023-2024, l'an prochain, parce que c'est quand même un drôle de prospect à la base, pourvu qu'il se soit bien renforcé cette année. OKC, vraiment toujours un projet excitant depuis quelques années, puisque reconstruction, puis captage de rookies, en même temps que conservation de Shai Gilgeous-Alexander. Alors peut-être qu'au moment où je parle, il est encore à OKC, et que dès ce soir, début de la free agency, ça va bouger, puisqu'on sait que beaucoup de choses peuvent potentiellement changer dès lors que tout ça, le 1er juillet, va être atteint. On s'attend à peu près à tout. Et vous voyez, en fait, dans ce match, j'ai connu d'énormes problèmes à trouver un ajustement caméra qui puisse me convenir. Ici, c'est clairement trop loin et trop petit. Juste avant, c'était trop zoomé. Là, on est trop bas pour moi, ça me donne la nausée. Donc, j'ai vraiment galéré à trouver ne serait-ce qu'une vision correcte des choses. Et c'est vrai que à ce jeu, quand vous n'avez pas une bonne vision des choses,
franchement, ça sert à rien. Vous pouvez pas dérouler aucun système. Puis alors, le pire, c'est que j'ai tendance à faire du simcast pour accélérer les dernières secondes de carton et passer au suivant, pour pas me prendre toutes les cinématiques là. Bon bref, j'ai quitté parce qu'en plus je pouvais pas reprendre. Enfin, le jeu se comporte quand même 95% bien. Puis il y a 5% de moments où il craque quoi. Il craque, on le verra à la fin de la vidéo où il y aura un détail sur lequel il va aussi craquer. Mais rien qui nous impacte follement. Après voilà, Trey Jones, froissement mollet gauche. Ça va durer 1 semaine et demie effectivement. Son absence, c'est l'occasion de donner du temps à Frank Ntilikina. Et c'est vrai qu'il va se reblesser encore un peu plus tard. Trey Jones fait pas une très bonne saison. Et puis en plus, s'il y a des blessures, ça n'aide pas. Donc ouais, je suis un peu déçu de la saison de Trey Jones. Heureusement qu'on a trouvé une solution pour se renforcer. Et avec quelqu'un qui est à la fois un peu plus solide physiquement et qui est surtout plus brillant offensivement. Bref, tout bénef que l'avenue de DeJounte Murray. Sinon, l'autre option, c'était vis-à-vis de cette équipe qu'on voit là, hein, c'était les Warriors qui font une super saison. Après je vais le dire juste après. D'abord, voilà, simulation des choix d'équipe pour le All-Star Game. Vous constatez, gros comme une maison, l'absence de Wembanyama, alors que on peut tous parier un bras et demi que Victor sera au All-Star Game l'an prochain, sauf blessure. Il fera partie de ces seuls rookies, de ces très rares rookies qui vont au All-Star Game dès la première année. Mais bon, tout va bien. Le jeu ne l'a pas pris en compte, pourtant il fait une belle saison, je crois. On peut pas dire que son équipe soit mal classée non plus. Enfin bref, ça aussi c'est des petites zones sur lesquelles le jeu pourrait progresser, en attribuant un vote au coach ou un vote... je ne sais pas comment, mais en ne laissant pas uniquement le vote des fans simulés décider de tout. Là, on reçoit les Warriors, donc j'avais envie de jouer ce match-là, en supposant qu'on arrive à trouver cette fois-ci une caméra potable, mais il y a des enceintes dans lesquelles il est plus difficile de trouver sa propre vision qui nous plaît en termes de choix de caméra, et d'autres, comme aux Spurs, où tout va bien, hein. Tout va bien aux Spurs, on a une caméra qui est acceptable, même si là, vous voyez, ça me donnerait limite le tournis, là encore. Jeremy Sohan qui dévisse. On peut jouer le pick and roll avec Wembanyama et Sohan, quoi. C'est quand même savoureux, avouez. Les Warriors dégarnis, j'ai envie de dire presque comme à l'accoutumée, in the paint. On remet 2-3 petites choses en place, parce que ce début de match n'est pas exceptionnel. Mais d'ailleurs, le match en lui-même ne le sera pas. Chris Paul qui dévisse, Kevin Looney qui est contesté, malgré un bon rebond. Moses Moody, passage en force. Vous voyez, ça c'est la grande spécialité aussi de Cam Reddish, pas que John Isaac, c'est d'aller provoquer des passages en force. On a toujours nos mismatchs qu'on joue. Et je vous dis, en termes de gameplay, ce match était particulièrement pauvre. Ici, c'est une faute écran mobile de Wiggins. Tout ça pour vous dire que ça va se jouer à ce niveau-là. Ça va pas se jouer sur de grandes envolées ou sur des actions exceptionnelles, ce match. Il va se jouer, allez, de près pour un certain nombre d'actions. Dos au cercle, ça va travailler. Ça va se jouer surtout sur de la défense de Wembanyama et autres, hein, puisqu'on a vu que beaucoup de ses coéquipiers sont capables de provoquer. Alors Draymond Green à 3 points, j'ai envie de dire, rends-nous la balle directe. Et non, parce qu'en fait, il y a un rebond pour le plus petit du terrain. Steph Curry qui prend quand même le rebond offensif au milieu d'une forêt de mains Spurs. Tout va bien. Et là, on a des petites contre-attaques déjà. C'est toujours bon, hein, quand on a du jeu rapide possible. On est plutôt favorisé parce que ça nous donne l'occasion de courir. Le petit pick and pop avec Keldon Johnson et Wemby. Bref, on a besoin de courir, nous. On a besoin avec ces joueurs qui sont tout à fait capables. Regardez Bruno Fernando. Celui-là, je l'aime bien. C'est un 2 points très très long. Bruno Fernando, je vous avoue, quand je prends le shoot, je me marre en fait. Je me dis non, mais il va rien se passer là. Non, c'est pas vrai. Bruno Fernando le met quasiment à 3 points. Donc, j'étais à 1000 lieues d'imaginer
cette réussite-là et action dans la continuité pour montrer que oui, on a pris plus 10 au tableau d'affichage et que on va plus jamais être repris. C'était donc le tournant du match, c'était troisième quart-temps, puis début de quatrième où tout se joue. Steph Curry qui prend un shoot casse-croûte, on sécurise et on est en train de se détacher. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Warriors complètement pris sur ce match-là. Ils sont obligés de prendre des 3 points comme ça en reculant. Et donc c'est pas les meilleures conditions. Et nous, par contre, regardez, on a ce jeu rapide où Sohan arrive en premier pour la petite claquette rigolote, acrobatique, dirons-nous. Voilà, donc terminé. Très mauvaise réussite à 3 points. Mais comme tout le reste était là, ça passe tous les jours. Donc on va avancer un petit peu maintenant le calendrier. Confirmation en tout cas que Wembanyama c'est très très fort. Il a aussi cette taille qui donne un peu le tournis à tout le monde. Les 2m23, c'est vrai, se ressentent. Puis je parlais tout à l'heure, l'amplitude des bras aussi, qui est assez phénoménale. Donc là, on a une saison qui se passe bien. Il n'y a pas la moindre trace de blessure. Je n'ai jamais eu, ne serait-ce que quelques jours, quoi que ce soit. 50 points, record en saison. Après, j'aime pas trop les stats extrapolées, mais quel choix, qu'est-ce qui existe d'autre, honnêtement? C'est pas évident. Mais les stats extrapolées où on fait tout multiplié par 2 parce qu'on joue en 6 minutes ne me paraissent pas très très flatteuses pour certains joueurs, parce qu'ils ont eu peu de réussite. Finalement, vous n'avez pas trouvé beaucoup de tickets shoot pour certains ce jour-là, et puis du coup vous vous retrouvez avec un score complètement ridicule pour un joueur qui clairement a une moyenne supérieure à ça, quoi. Bon, bref, péripétie, on va dire que sur la masse des 82 matchs, c'est noyé allègrement. Et là, on entame une série un peu moins bonne. Bon, ok, ça va gagner face au Jazz, mais il va y avoir un petit moment, un petit coup de mou sur le mois de mars, là, sur la toute fin février, mais surtout sur le mois de mars. On va souffrir un peu. Alors là, on l'emporte. Vous voyez, le pauvre Anthony Davis n'est pas là, donc on a compris. Une nouvelle fois blessé, AD. Ça restera quand même le problème de sa carrière, les blessures à répétition pour Anthony Davis. Après, All-Star Weekend. On aurait aimé jouer le vrai match, le match des grands, mais on va plutôt jouer donc le match rookie contre sophomore, avec à ce stade Joel Embiid favori pour être MVP, on s'en doute. Wembanyama favori pour rookie de l'année, c'est pareil, on s'en doutait un peu. Par contre, il y a des mecs qui sont concernés par le trophée, qui n'ont rien à faire là. Bug du jeu, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y en avait un qui arrivait. Isaac pressenti dans la lutte pour 6e homme de l'année. Après tout, pourquoi pas, avec des moyennes solides, à défaut d'être brillant offensivement, c'est pas son rôle. Et puis sur le Defensive Player of the Year, on a Giannis qui semble se détacher comme de très très nombreuses fois dans les My League. On a Antetokounmpo qui est très souvent en train de ramasser ce trophée-là. Bon, donc ça préfigure un petit peu des trophées de fin de saison que je montrerai à la toute fin de vidéo. Antetokounmpo a battu Joel. Non, c'est pas ça. En fait, c'est même pas lisible leur truc. Moi, ce All-Star Game où tu te retrouves avec des joueurs de l'Est, des joueurs de l'Ouest, avec une espèce de mini-draft, c'est ridicule. À part faire un rendez-vous de plus sur ESPN pour la draft du All-Star Game, ça n'apporte strictement rien. Et on devrait soit revenir à Est-Ouest, soit carrément jouer États-Unis contre le reste du monde. Là, au moins, il y aurait un peu d'enjeu. On arrive proche de la date limite de prolongation des contrats. Alors, en fait, sur ça,
Dejounte Murray va tester le marché. Ce sera à nous d'être à la hauteur et très rapidement pour lui proposer le contrat qu'il doit avoir. Sinon, il n'y a pas de prolongation anticipée qu'on peut ou que je dois faire. Voilà, les Nets en reconstruction. Du côté des Nets, il y a quand même un joueur à aller chercher, c'est Michael Johnson, Michael Bridges, pardon, qui est très très intéressant pour une franchise. Donc qui ira chercher ce gars-là, Michael Bridges. Honnêtement, je serais quelqu'un qui a 25 millions de possibilités d'échange, plus un petit pic. J'irai tous les jours parler aux Nets. Je pense que ce joueur est très très fort. On l'a vu aux Suns. D'ailleurs, les Suns, regardez, ils sont avec Booker, Durant, Bill. Et le gros malheur de ces Suns-là, cette saison, c'est qu'ils se retrouvent sans DeAndre Ayton, qui s'est pété il y a très longtemps pour l'ensemble de la saison. Donc derrière, je m'occupe un peu d'eux, je leur ai fait un petit move pour aller chercher un pivot quand même un tout petit peu décent, en la personne de Precious Achiuwa, dans un petit deal qui était assez équilibré pour aller chercher Achiuwa et avoir au moins un rim runner de qualité, on va dire. Les Suns se débrouillent pas trop mal. Ils sont 4e. Ça devrait passer. Et puis surtout peut-être être dangereux en play-off. Vous voyez, à ce stade-là, 20 points pour Wemby, 20 points pour Dej. Et ensuite, 17 Keldon Johnson, presque 16 pour Devin Vassell. On n'a rien de scandaleux. On a 4 types qui sont au-dessus des 15 points de moyenne. Ça veut dire qu'on a vraiment un gros 5 qui contribue. Et derrière, Sohan, Isaac, Trey Jones, Cam Reddish, le petit Branahan, quand ça rigole, apporte le complément. Donc c'est pas si mal, je trouve. Cette rotation, elle est assez équilibrée, elle est assez complète. Et surtout, j'espère que l'arrivée de Dejounte Murray permet de progresser offensivement. Et donc c'est ce qu'on verra à la fin avec les petits tableaux de régularité offensive, etc. Donc on va rebattre ici on s'est fait taper par les Warriors. Oui, c'est la mauvaise passe que je vous annonçais. Alors, c'est une espèce de rookie wall collectif pour l'équipe autour de Wemby, où on va comme ça enchaîner de très mauvais matchs. Défaite Warriors, ça va. Défaite Mavericks, pourquoi pas, quand c'est serré. Par contre, perdre sur le Jazz, c'est juste honteux. Perdre contre Denver, vous voyez à chaque fois de très mauvais scores offensifs, quasiment à chaque fois en tout cas. Les Lakers, on se dit, on va encore en perdre un de plus. Ah bah non. Lakers, bon à prendre. Ici, je pense qu'Anthony Davis toujours pas revenu en fait, donc ça fausse un peu les débats. Et aïe, fracture de la main droite pour notre backup meneur Trey Jones. Bon là, Wemby, on a l'habitude. On a l'habitude de Frankie, pardon. Frankie, tu t'y colles, mon grand. Confirmé et quitté. Alors, ensuite, je continue. Rockets, deux fois Rockets. Vous voyez, on prend limite un petit blowout ici contre les Houston Rockets. Pas normal. On va reperdre encore dans la foulée. Ouf, ça va, on en prend un. Mais il y a trop de matchs laissés en route. Ce qui veut dire qu'on est presque à ce stade-là en train de faire une croix sur la première place, voire même bientôt sur les 2 premières places de l'Ouest. Après, c'est pas très grave, mais un peu inquiétant. Je pensais que la machine était lancée, puis en fait, elle n'est pas lancée du tout. Il y a encore des petits atermoiements. On ne peut pas dire en plus que ce soit lié à l'absence d'un joueur majeur, puisque tout le monde est là au niveau de l'essentiel du roster. Allez, peut-être que mars étant passé, on va se remettre. Courte défaite contre les Nuggets. Et là arrivent les Suns. Donc j'ai envie de tester quelques matchs avant la fin de saison régulière. J'ai envie de me tester face à ces Phoenix Suns. Donc je vous dis, à part DeAndre Ayton qui est out,
Il y a quand même Okogie, Akiwa, et puis le trio qu'on connaît tous, en tout cas qu'on n'a jamais vu jouer, mais dont on sait qu'il est le trio majeur de cette équipe-là. Et puis vous allez voir que le match va être assez surprenant. Wembanyama qui s'échauffe. Je continue à laisser Sohan dans le 5, mais il me semble qu'en fait, si on mettait Isaac, ce serait peut-être un tout petit peu plus cohérent et donner à Sohan plutôt des spots en sortie de banc pour essayer l'année prochaine d'être, par exemple, meilleur 6e homme ou quelque chose comme ça. Parce que je sais qu'il y a un potentiel offensif chez Jeremy Sohan. Bon bref, il y a peut-être encore un rééquilibrage à faire en termes de rotation. On commence, on déroule notre basket. Voilà, petit floppy pour Wemby. Derrière, ils sont en difficulté, hein, même sur les cuts. Même sur les cuts où normalement là ça devait aller au bout. On a encore une aide défensive là qui vient pourrir la vie de KD. En même temps, c'est pas juste de se faire contrer par un type de 2m23. Voilà, hop, carrément le mec contrôle le ballon. Il fait pas bon traîner dans la raquette des Spurs. Ici Frank Ntilikina qui vient de près sur la relance. Il y a comme ça, voilà, des petites séquences sympas. Vous allez voir, on va avoir du jeu rapide à gogo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a les stops défensifs. Dès qu'on a les stops, oh là là, qu'est-ce que c'était vilain ce shoot. Qu'est-ce que c'était affligeant. On a toute la facilité du monde parce que le repli des Suns est catastrophique. Ils ratent leur shoot ici. Pourtant, ce pas des mauvais shoots. Hein. Campaign à l'instant, c'était pas mal. Reddish dans le dos pour Dejounte Murray. Voilà, ça circule. Et là, tout de suite, temps mort, Suns. Mais nous, on s'arrête pas. Ici, hop, Cam Reddish en insolence sur Okogie. Donc voilà, en fait, on s'attendait, moi j'espérais un match serré, quelque chose qui permette un peu de se retrouver en situation presque type playoff, et ça s'avère être un blowout très rapidement. Au bout de 2 quarts temps, l'affaire est pliée. Akiwa est pas mal, hein, moi j'aime bien. Hein. Mais bon bah voilà, en face de lui, il y a quelqu'un d'un petit peu trop fort. On revoit encore du coup quelques images des contres de ce jour-là. Je crois qu'il va y en avoir en extrapolé, on va être à une 12aine de contres. Ce qui là aussi est immense. Et ça veut dire quand même qu'il y en a eu 6. Hein. Derrière, on travaille sur Darius Bazley. Entendez des gens parler des Suns et de l'entourage du trio Bill, KD et Devin Booker, et dire notamment qu'il fallait absolument trader DeAndre Ayton pour essayer de récupérer par exemple des 3&D et un pivot, on va dire un pivot, un tantinet convenable. C'est vrai, pourquoi pas, sauf que quel pivot. Je sais qu'il y a quelques noms qui ont été jetés comme ça, mais ça paraît un peu étrange. Et puis surtout, qui tu prends au poste de meneur ? Est-ce que tu mets Devin Booker ? Moi j'ai pris ce parti-là en fait, et je m'étais dit que je gardais Ayton, puis en fait finalement le type disparaît pour la saison. C'était pas évident. Projet Suns est pas évident. Je sais pas s'ils vont trancher dans le lard, s'ils sont hyper pressés, et s'ils vont vraiment envoyer Ayton quitte à perdre un peu en termes de valeur de trade, ou est-ce qu'ils vont oser être patients ? Je sais pas. En tout cas, horrible réussite pour les Suns sur ce match. Termine avec un score extrapolé qui est absolument calamiteux, et nous, on prend ce match, mais j'ai envie de dire sans plaisir. Sans aucun plaisir, parce que ça n'a pas été serré et c'était limite décevant la façon dont on les a étouffés en fait. Hein. Donc pas sympa. Tiens, on se rapproche des Warriors. On reste encore à 1 victoire et demie d'eux. C'est plutôt pas mal. Ensuite, 7 avril, les Clippers arrivent en ville.
on gagne. Clippers font une très mauvaise saison. On va voir les classements juste après, mais ils n'ont rien en fait comme réussite dans cette saison-là. Quel projet ça aussi, non? Le projet des Clippers. On est quand même déçus, quoi. Déçus de cette globale association entre PG, Kawhi, trop de blessures, un entourage qui est pas mauvais, mais qui est pas non plus capable de pallier à tout. Je sais qu'il se murmure du Harden autour de tout ça. On verra, peut-être que quand vous m'écouterez là, vous aurez entendu la petite Vosh bombe sur We Have a Trade, sur James Harden, mais je sais pas. Et en fait, on termine premier. Ça paraît improbable, mais il y a eu effondrement des Warriors en la toute fin de saison. D'ailleurs, par conférence, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 3 victoires d'avance pour les Spurs, une saison à 55 victoires. C'est correct, sans être non plus la saison exceptionnelle. Hein. Derrière, c'est très serré. En fait, l'Ouest est très serré, puisque jusqu'à la 7e place, on est à 47 victoires au moins. Derrière, pour intégrer le play-in, Lakers, Wolves, Mavs, ok. Puis après, on a Kings, Blazers, Clippers, Rockets et enfin le Jazz qui termine bon dernier de la conférence. Il aura le pire bilan de l'année. En face, les Pistons, les Raptors, les Hornets. On a les pics de draft de Hornets et Raptors, même si Raptors est protégé top 5. Mais donc voilà, il y a des équipes qui ont beaucoup souffert. Et puis après, par contre, au niveau des bilans positifs, Knicks, Bucks, Hawks, Sixers, Cavs, Heat et Celtics qui terminent quand même. On a quand même 3 équipes qui terminent à 60 victoires ou plus. Ce qui est beaucoup. 60 victoires, c'est une saison exceptionnelle. Ou en tout cas, une saison de très grande qualité. Peut-être qu'on croisera ici ou là Porzingis sous son nouveau maillot des Celtics. En tout cas, les Celtics, en évaluation offensive, sont premiers. Et on va chercher les Spurs. Souvenez-vous, à mi-saison, Spurs 27e. On va voir si l'arrivée de Dejounte Murray a eu un impact. Regardez, 21e. On a regagné 6 places sur une demi-saison. On pourrait presque laisser imaginer que sur une saison complète, on aurait amélioré 12 places. Ce qui nous placerait 15e average. Ce serait pas mal, surtout que du côté défensif, on reste avec la meilleure évaluation défensive NBA, suivi par le Heat. Puis après, voilà, il y a d'autres équipes, notamment de l'Est, qui viennent compléter le top 5. Au niveau des bilans individuels, sur un peu moins de 33 minutes par match, pour Victor Wembanyama, 20 points, 12 rebonds, plus de 2 contre, une efficacité, ça va, mais elle s'améliorera aux années suivant les années qui vont venir, là, l'efficacité, elle va s'améliorer. 33,6 pour Murray avec 19 points, 4 rebonds, 5 passes, des interceptions. Tout va bien. C'est pour ça qu'on a signé. Keldon Johnson, 17 points en 33 minutes, 5 rebonds, correct. 36% à 3 points, ça va. Ça va parce que ça intègre toutes mes tentatives ridicules de quand j'ai la manette en main. Donc c'est parfait. Ensuite, Devin Vassell, 32 minutes, 15 points, 4 rebonds, 4 passes. Le mec est propre à 42,5% à 3 points, ce qui est énorme. Donc, pure saison. Il est maintenant la 4e option, le pauvre. Mais pure saison de Devin Vassell. Ensuite, Jeremy Sohan, 26 minutes, 10 points et demi, 6 rebonds, 3 passes. Assez honnête. Je suis sûr qu'il y a encore de l'évolution à venir pour Jeremy Sohan. Ensuite, John Isaac, 26 minutes, 9 points, presque 9 rebonds, dès l'interception, du contre. On sait pourquoi il est là. Il est là pour apporter sa longueur, il l'apporte, c'est magnifique. 27 minutes pour Trey Jones de moyenne,
8 points, on va dire, 3 rebonds, 4 passes, une interception. Les pourcentages sont pas fous en termes d'adresse. Cam Reddish, 17 minutes, 7 points et demi. Mec, apporte. C'est juste ce 34% à 3 points là qui pourrait un peu remonter, ce serait pas dommage. Branham a fait ce qu'il avait à faire. Là aussi, un petit shoot à 3 points amélioré nous ferait le plus grand bien. Et puis l'apport de Bruno Fernando était tout à fait dans la lignée de ce que le petit Bessie a fait en début de saison avant le trade. Et on va dire que c'est propre en tant que backup pivot. Le tableau des playoffs, je le spoil léger ici sur cette image. Je vous montrerai le déroulé du play-in dans les minutes à venir. Tout ça pour dire que Joel Embiid a été MVP, 40% à 3 points et tout. Enfin, c'est 31 points par match. Le gars fait une super année. Rookie of the Year, on est sur Victor, évidemment. Ensuite, la bonne surprise, c'est que finalement, le 6e homme de l'année, c'est Jonathan Isaac. J'aime bien le fait qu'on ait respecté quelqu'un qui ne score pas beaucoup, mais qui apporte autrement. DP of the Year, évidemment, Giannis. Comment peut-il en être autrement sur NBA 2K? Darius Garland, meilleure progression. Et le coach des Celtics, Joe Mazzulla, qui est coach de l'année. Bon, ok. Après, au niveau des équipes All-NBA, Doncic, Harden, surprise Harden, hein. Tatum, Antetokounmpo, Embiid. Ok. Shai dans le deuxième 5 avec Garland, Randall. Bon, pourquoi pas. LeBron, Jokic, ça va, on entend. On est moins surpris. Mauvaise nouvelle hein, pour le Thunder qui n'aura pas au premier tour, au début au moins, Shai. En troisième équipe, on a surtout des spécialistes offensifs. Et en première All-Def, vous allez voir, on se fait snobber. Je trouve que, là encore, ces équipes, elles sont mal déterminées. Quand vous avez la meilleure défense de la ligue et que vous avez aucun de vos joueurs dans les 10 de All Defensive Team, il y a comme qui dirait un petit bug, mais bon, peu importe. Après, sur les rookies, c'est un peu buggé, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que Jabari Smith ou Paolo Banchero, même Mark Williams des Hornets, étaient encore des rookies, alors que certains sont donc certains que vous voyez affichés sont des sophomores. Et puis voilà, donc sur le play-in, qu'est-ce qui s'est passé? On avait Phoenix Lakers. Malheureusement pour les Suns, c'est les Lakers qui sont passés. Pendant que Minnesota battait Dallas, donc Dallas éliminé. Et ensuite, il y avait un choc Phoenix-Minnesota. Et vous l'avez bien saisi, Phoenix va se faire sortir en play-in par Minnesota. Donc, out les Suns. Ça fait mal pour eux. De l'autre côté, Indiana, Knicks. Ça veut dire que les Knicks sont qualifiés et qu'Indiana doit battre Washington pour arriver à sortir du play-in. Allez, on est bon. Qui a gagné? Indiana. Indiana l'a remporté et se retrouvera opposé à Boston. Voilà, des playoffs à venir. Donc évidemment, vous l'avez deviné dans la vidéo qui suivra. Les playoffs seront présentés. Et puis, suivant le temps que ça a pris, on envisagera aussi, même dans la foulée, l'été 2024, pour avancer et voir un peu où tout cela peut nous mener. J'ai pas du tout étudié la classe de draft de 2024, donc je n'ai pas de vision pour la suite. Mais ce que je sais, c'est qu'on a peut-être 2 top 10 à venir au niveau des choix. Ça proviendra de Hornets et Raptors. Sauf si Raptors, évidemment, sont top 5, auquel cas ça décalera au choix de l'année suivante. Donc voilà, Victor Superstar, déjà, mais ignoré, et pas All-Star. Et petite démonstration face aux Suns, qui peut-être préfigure de jolies joutes sur les playoffs qui vont venir. Je vous dis à plus
excellente free agency à tous, et bye bye.